la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Éric Zemmour. Bonjour, Sonia Mabrouk. Et bienvenue, président de Reconquête. Beaucoup de questions à vous poser, évidemment, sur la rentrée. Rentrée politique, tout d'abord, Éric Zemmour, avec le cap qui est mis clairement sur les européennes. Marion Maréchal sera donc tête de liste Reconquête, comme elle le souhaitait. Vous mettez en avant la jeune génération. Malgré tout, la question se pose ce matin. Pourquoi ne pas être allé vous-même au combat, par crainte de perdre une nouvelle fois ? Vous savez, j'ai pas vocation à aller à toutes les élections. Moi, je n'étais pas un politicien professionnel, je n'étais pas là pour faire carrière. Je me suis engagé dans cette campagne présidentielle, vous vous souvenez, avec un objectif bien précis. J'estime que les européennes, Marion Maréchal le souhaitait. J'ai toute une génération de jeunes gens très doués, de Guillaume Pelletier et d'autres, et donc j'estimais que c'était leur moment, leur rôle, et qu'ils pouvaient ainsi contribuer à l'élaboration d'une nouvelle majorité au Parlement européen, ce qui n'est pas négligeable, parce que vous savez, le Parlement européen, en gros, a été gouverné depuis 30 ans par une alliance entre la droite, le centre-droit, ou LR d'ailleurs, et la gauche, les socialistes. Et tous ces gens sont dirigés par la gauche, par les Verts, et surtout par la gauche allemande. Donc il s'agit là maintenant de changer complètement cette majorité. C'est un objectif louable, car ça peut changer des majorités et des politiques en Europe. Et si vous voulez, je sais que Marion Maréchal pense comme moi que le grand défi du siècle... Qu'est-ce qu'elle a plus que d'autres dans cette jeune génération pour mener le combat en tête de liste de Reconquête ? Je dirais, elle est d'abord plus connue. Elle est talentueuse, mais d'autres le sont aussi. Elle a un nom, elle a une expérience politique. Elle a gagné elle a fait des belles campagnes dans le passé, voilà. Mais je vous dis, franchement, je vais pas différencier entre toute ma jeune génération. Vous avez choisi quand même. Oui, absolument. C'est votre choix. Absolument. Votre choix, non pas dicté, parce qu'on sait qu'elle le souhaitait, qu'elle l'exigeait. Mais vous savez, elle le souhaitait. Bon, très bien. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, en gros, il y avait le choix entre elle et moi. Donc, je me suis dit, j'ai préféré qu'elle y aille, pour les raisons que je viens de vous exposer. Vous êtes donc mis en retrait ? Non, je ne suis pas mis en retrait, je ferai campagne. Oui, bien sûr, je ferai campagne à ses côtés. Moi, vous savez, quand je m'engage, je m'engage. Je suis un homme de conviction. Simplement, chez moi, les convictions l'emportent sur l'ambition. Voilà, c'est tout. Donc, il y a pas... nouvelle génération, comme vous dites, Éric Zemmour, parce que Jordan Bardella, tête de liste RN, Marion Maréchal, tête de liste Reconquête, et peut-être, probablement, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR. Mais alors, dites-nous, nouvelle génération, mais quand même idée proche. C'est une guerre un peu tactique de position. Qu'est-ce qui va les différencier ? Qu'est-ce qui les distingue ? Vous êtes d'accord sur cette proximité ? Je suis tout à fait d'accord. Idéologique, mais vous avez intellectuelle ? tout à fait raison. La seule différence, c'est dans quel cadre ils évoluent. Allons vite. François-Xavier Bellamy est évidemment proche de moi, puisqu'il avait prévu de me rejoindre au second tour de la présidentielle si j'y avais été. Il l'avait annoncé publiquement. Sauf qu'il appartient à un parti, LR, qui, je vous l'ai dit, siège au Parlement européen au sein du PPE. Les gens ne connaissent pas toute cette cuisine parlementaire, en plus à Bruxelles et à Strasbourg, mais en 2 mots pour expliquer aux gens. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, LR, la droite française, est au sein de la droite européenne, qui elle-même, au Parlement européen, siège avec les socialistes, avec les Verts. Le résultat, c'est que les gens de LR votent des choses comme les sanctions contre les Hongrois et les Polonais. Ils votent la répartition des migrants dans toute l'Europe. Ils votent les traités de libre-échange qui ont détruit l'industrie française et qui vont massacrer les agriculteurs français. Vous voyez ? Alors, Monsieur Bellamy, c'est une personnalité très sympathique, avec du talent, sauf qu'il est pris dans une nasse qui s'appelle LR, qui s'appelle le PPE, qui s'appelle l'Alliance avec la gauche. Vous voyez, donc ça c'est Bellamy. Bien. Maintenant, pour Bardella. Alors Bardella, on le connaît depuis 5 ans. Effectivement, tout le monde a remarqué là aussi sa proximité intellectuelle avec moi. Il a des idées que je ne peux pas réprouver puisque ce sont souvent les miennes. Seulement, il est dommage que ce soit pas souvent celle de Marine Le Pen. Bien, mais un électeur de droite qui doit choisir Éric Zemmour, alors entre Monsieur Bellamy, Monsieur Bardella et Madame Maréchal, comment il choisit ? Eh ben, je vais vous dire, c'est ce que je vous dis. D'abord, le premier critère, la cohérence. Vous avez le monopole de la cohérence ? Ah oui. Monsieur Bardella pourrait dire la même chose ? Non, pas avec Marine Le Pen. Citez-moi un changement. Pas avec Marine. Sur l'Ukraine.
Excusez-moi. Vous êtes le seul à ne pas avoir évolué? Mais ce n'est pas une question d'évolution. Monsieur Sarkozy, je dis la même chose que Monsieur Sarkozy sur l'Ukraine et la Russie. Depuis le début. Vous avez vu qu'il y a eu quelques crispations autour de ce qu'a dit l'ancien président. Mais il est quand même ancien président. Il connaît un peu les relations internationales. Il a connu ces rapports de force entre les pays. Il sait que, comme l'a dit Monsieur Fillon aussi, la Russie restera en Europe. Donc, vous savez, il faut être un peu plus subtil et un peu plus, se laisser un peu moins guider par les passions dans ces histoires. C'est de la subtilité que de dire qu'on en fait trop, que c'est. Non, c'est pas de la subtilité. Je dis simplement. Alors, on ne va pas se conduire sur la question ukrainienne. Vous estimez que c'est une différence? Non, je dis que simplement, il y a au sein de LR, je vous l'ai dit, et un manque de cohérence. Et de même, au sein du Rassemblement national, j'estime que M. Bardella a souvent dit le contraire de ce que dit Mme Le Pen. Donc je le signale, je le dis par ailleurs. Par ailleurs, je pense que nous sommes, à Reconquête, les plus proches, au sens idéologique, nous sommes évidemment contre l'immigration, évidemment contre l'islamisation du pays et de toute l'Europe. Nous sommes évidemment contre les woke, nous sommes à la pointe du combat contre les woke, et nous sommes, sur le plan économique, les plus, je dirais, favorables à l'économie de marché, à la lutte contre l'assistanat. Dites le mot. Attendez. Vous êtes plus libéral que le Rassemblement national, oui, c'est pas une surprise. On est plus libéral que... Exactement. Oui. On n'est pas socialiste comme le Rassemblement national. Je pense que nous sommes exactement dans la convergence avec toutes les droites européennes. Toutes les droites européennes aujourd'hui se configurent sur ce créneau-là. Et donc je pense que nous serons plus à même de nous rassembler avec nos partenaires européens pour justement changer la majorité. Alors que le Rassemblement national est isolé dans un groupe où il ne peut absolument pas influer sur la politique du Parlement européen, et où LR, au contraire, et je vous l'ai dit, dans une alliance avec les socialistes et avec les Verts. Vous mettez en avant le sujet de l'immigration. Dans le Figaro, vous avez cette phrase, vous dites qu'un continent se déverse dans un autre, l'Afrique dans l'Europe, ça va beaucoup faire parler. Sur le fond du sujet, vous dites que c'est l'élection qui va servir de référendum. Ce matin, Emmanuel Macron, dans une lettre adressée au chef de parti, Éric Zemmour, ne ferme pas la porte à un référendum, à l'extension d'un référendum, peut-être sur l'immigration. Est-ce que vous dites chapeau, banco, on y va? Écoutez, je ne sais plus quoi penser avec M. Macron. C'est-à-dire qu'il dit tout et le contraire de tout. Il a dit pendant des mois, on pourra faire des référendums sauf sur l'immigration. Et puis maintenant, il nous dit, peut-être sur l'immigration. Je ne sais pas, moi j'attends, moi. Peut-être qu'il sent le pays, comme vous dites souvent. Très bien, il sent le pays, c'est très bien, il a raison. Je ne vais pas commenter une intention. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. On attendra la suite. Ce que je veux dire, moi, c'est que nous, on ne demande pas à M. Macron un référendum. Moi, je dis aux Français et aux électeurs de droite de dire, de profiter des européennes pour dire, voilà, le grand danger, le défi du siècle pour la France et pour l'Europe, c'est l'immigration. C'est ce que j'ai dit dans le Figaro. C'est un continent qui se déverse dans un autre. Vous savez, c'est les rapports de force démographiques. Vous savez que cette image... écoutez, tant pis qu'elle fasse parler. En tout cas, moi, je peux vous dire... Vous l'utilisez pour faire un petit peu comme un électrochoc pour faire peur? Non, c'est parce que c'est ce que je vois. C'est ce qu'on voit dans les rues. Et c'est ce qu'on voit dans les chiffres. Vous savez, vous avez un mot sur les chiffres pour que les gens comprennent les enjeux. Parce qu'ils ont leur travail, ils ont leurs soucis, ils ont leurs enfants, c'est normal, ils ont pas... En 1900, il y a 100 millions d'Africains sur tout le continent africain. Aujourd'hui, nous sommes à 1,5 milliard. Demain, nous serons à 2 milliards. Après-demain, à 4 milliards. Voilà, ça c'est l'Afrique. Et vous avez l'Europe qui est à 400 millions. Et la moitié de ces Africains ont moins de 20 ans. Ces gens-là veulent tous partir en Europe. Voilà, c'est tout. C'est le défi du siècle. Et d'ailleurs, vous avez vu, ça ne concerne à la limite pas que l'Europe, c'est en train de faire exploser le monde entier. Les Tunisiens qui se révoltent contre l'invasion des Africains, les Algériens qui leur tirent dessus, qui les renvoient dans le désert en crevant de faim, l'Arabie Saoudite qui tire. Donc ce n'est pas qu'une problématique sud-nord ou nord-sud. Exactement. C'est d'abord une problématique, même pas sud-nord, c'est d'abord une problématique Afrique et monde islamique, Europe, monde chrétien au départ, et c'est une problématique qui devient mondiale. Dans l'actualité, Éric Zemmour, c'est une rentrée marquée par l'interdiction de l'abaya. Hier, à votre place ici même, dans la grande interview, Manuel Bompard de la France Insoumise affirmait et martelait que ce n'était pas un vêtement religieux. Et vous, de quel nom précisément est l'abaya? Alors, c'est une discussion assez intéressante. D'abord, je voudrais féliciter le ministre
qui a enfin pris cette décision d'interdiction. Gabriel Attal. Je note d'ailleurs que quand je critiquais M. Pap Ndiaye, son prédécesseur, on me disait que j'étais raciste. Vous voyez bien que j'avais raison de le critiquer, puisque son successeur lui-même le critique en faisant le contraire. Deuxièmement, je propose à M. Attal, puisque j'en suis aux félicitations, de l'encourager à aller plus loin. C'est-à-dire à interdire les voiles des mères accompagnatrices, c'est-à-dire si vous voulez, à sortir complètement c'est les écoles de l'islamisation rampante dans de nombreux quartiers. Et pas seulement l'islamisation, de sortir aussi de tous les associations qui font de la propagande, comme SOS Méditerranée ou d'autres. Si vous voulez, moi, je pense que le problème essentiel, c'est le niveau scolaire des enfants, et je préfère qu'ils apprennent le A, B, C, D avant le LGBT. Là, il y a un consensus sur ça, mais dites-nous. Non. Je répète, je préfère qu'on apprenne le ABCD avant le LGBT. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Est-ce que pour vous... Non, consensus sur le niveau des élèves, malheureusement. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que pour vous, toutes ces jeunes filles portant l'abaya sont elles-mêmes animées, selon vous, d'idées à caractère islamiste? Est-ce que derrière chaque abaya, vous dites il y a la mouvance islamiste, ou alors non, comme disent certains, pas du tout? Je ne dis certains pas. Le portent... Moi, je dis... Pardonnez-moi de réserver ma spécificité. Je dis, c'est pas la mouvance islamiste, c'est l'islam. Parce que nous avons un problème que M. Bompard ne comprend pas manifestement et que d'autres à gauche ne comprennent pas. C'est que en islam, il n'y a pas de différence entre le religieux et le culturel. Le culturel, les mœurs, les habitudes, les façons de vivre en famille, dans la rue, etc., sont dictées, sont déterminées par un texte religieux. C'est ça ce que ne comprennent pas la plupart des Français, malheureusement. Mais dans l'islam, il n'est pas écrit qu'il faut porter l'abaya. Tous les musulmans ne le portent pas. Excusez-moi, j'ai vu un article d'une philosophe et d'une spécialiste de l'islam, Madame Adnani, qui explique très bien qu'il y a la sourate, je crois, le verset 59 de la sourate 33, ou le verset 33 de la sourate 50, non, j'avais bien dit, qui dit que Dieu ordonne à Mahomet de remettre, que les femmes remettent leur robe, leur djellaba, sur elles, pour se cacher par pudeur. Et il y a un hadith, vous savez, de Mahomet, c'est ce qui raconte la vie de Mahomet et les phrases de Mahomet, les hadiths, qui dit « la pudeur et la foi sont liées ensemble ». Or, quand vous demandez à ces jeunes filles pourquoi elles mettent ça, elles vous disent toutes par pudeur. La fameuse aora, c'est pour vous que je vais apprendre ça, évidemment. Donc, vous comprenez, tout ça est lié à la religion. Donc, mais c'est le principe même de l'islam. C'est l'islam. Donc, vous n'y voyez pas une offensive plus que cela. Vous y voyez une tradition religieuse. Exactement. Moi, ça m'amuse beaucoup quand on dit les islamistes défient la République. Ils ne défient pas la République. En vérité, ils avancent. Ils ont un calendrier, vous savez, éternel. Ils ont pour eux le temps. L'islam a le temps et la démographie. Nous avons la montre, ils ont le temps. C'était la fameuse expression. Alors dites-moi, ce qui est important, c'est aussi derrière l'intégration, l'assimilation. Ces jeunes femmes, elles sont françaises, souvent de troisième génération. Est-ce que vous estimez que parce qu'elles portent l'abaya, quelles sont ces idées, c'est perdu? Il n'y a pas de possibilité de les intégrer, elles sont françaises? Ou est-ce que vous estimez malgré tout qu'il y a une possibilité de les arrimer aux mœurs? Selon un sondage de l'IFOP récent, 75% des jeunes de moins de 25 ans estiment que les lois de l'islam, la charia, sont supérieures aux lois de la République française. Ils étaient seulement 25% dans les générations précédentes de musulmans. On voit là qu'il n'y a plus d'assimilation, il n'y a même plus d'intégration. En vérité, il y a une islamisation du pays. Et je voudrais revenir à l'origine. Pourquoi c'est un problème? C'est parce qu'elles ne sont pas trois. Et qu'elles sont des centaines, voire des milliers, et de plus en plus nombreuses. Pourquoi sont-elles de plus en plus nombreuses? Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes musulmans. Moins de 300 jeunes filles sont arrivées avec l'abaya le premier jour de la rentrée. Je vous donne les chiffres, les faits. Oui, vous avez raison. Mais on sait très bien qu'en vérité, ça a pris des proportions énormes. Il y a une armée derrière que l'on ne voit pas. Attendez, laissez-moi finir. Pourquoi il y a de plus en plus d'abaya? Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes musulmans. Pourquoi il y a de plus en plus de jeunes musulmans? Parce que d'abord, leurs mères font beaucoup plus d'enfants que les Français de souche. Je vous donne des chiffres. Les femmes maghrébines et africaines font entre 3 et 4 enfants par femme, alors que la moyenne en France est de 1,68. Donc vous voyez la différence. Et deuxièmement, surtout, parce que on reçoit de plus en plus de musulmans. Je vous donne deux chiffres. 320 000 entrées légales
en 2022. 320 000 entrées légales. Pour vous donner une idée, en 2000, c'était 100 000. Sans compter les 150 000 droits d'asile qui ne sont jamais renvoyés. Donc ça fait 500 000 personnes tous les ans, dont la plupart, les 2 tiers, sont musulmans. Et si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que M. Attal, le plus grand adversaire, le plus grand ennemi de M. Attal, ce ne sont pas ces jeunes filles, ce n'est même pas le Conseil d'État qui risque d'annuler sa décision, ce n'est même pas LFI, on va en parler, c'est son gouvernement. Bien. C'est son gouvernement qui ne fait rien pour arrêter l'immigration légale. Je voudrais qu'on évoque aussi cette rentrée qui est marquée sur le plan judiciaire par la décision de la Cour de cassation. Éric Zemmour qui a ordonné et qui a cassé votre relax et un autre d'ailleurs rendu favorable dans l'affaire autour de vos propos sur Pétain et les Juifs que vous avez tenu sur CNews dans un débat face à Bernard-Henri Lévy. Est-ce que vous estimez que c'est une décision qui revêt un caractère politique ? Écoutez, moi d'abord, je le dis depuis le début, je ne comprends pas que le législateur, c'est le législateur que j'incrimine, ait confié au juge le soin de délibérer ce genre de querelle historique. C'est-à-dire c'est-à-dire c'est pas à la justice de trancher non, excusez-moi, c'est pas à la justice. La justice ne connaît rien aux querelles historiques. On devrait trancher ça entre historiens. Je suis prêt. Vous connaissez l'avis de la majorité des historiens sur vos propos. Justement, je suis prêt. Alors je vais vous dire, je suis prêt et je défie tous les historiens là-dessus de me donner le véritable démenti face à moi. Je suis prêt à débattre avec n'importe quel historien. N'importe quel historien. Vous réitérez vos propos. Mais bien sûr que je les réitère. Vous n'enlevez rien. Je n'enlève rien. Malgré la douleur de certains descendants de déportés. Mais ça n'a rien à voir. Là, vous parlez de la douleur. Évidemment, il y a une douleur, mais ça n'a rien à voir avec la vérité historique. Enfin. Donc, deuxièmement, je voudrais dire que la Cour de cassation est censée uniquement dire le droit. J'ai gagné 2 fois. J'ai gagné en première instance, j'ai gagné en appel. Manifestement, les associations antiracistes ne le permettent pas. Je constate que la Cour de cassation cède à leur pression, alors que ce n'était pas son rôle. Son rôle était simplement de dire si la procédure était correcte. Je pense donc que tout ça est une manœuvre politique pour qu'on puisse dire à la télévision Zemmour a de nouveau un procès. Alors que j'ai gagné les 2 procès. Je veux dire aux Français. On l'a entendu. Merci à vous. C'était votre grande interview. Merci encore. À vous.